Merci, bonsoir à tous. Nous sommes très ravis encore une fois de vous retrouver, ravis de constater que les après-midi de la tech grandissent au fil des mercredis. Le secret, c'est vous simplement, c'est votre philosophie profondément ancrée dans le fait que les grosses problématiques que nous avons en commun dans notre secteur doivent être placées au cœur du débat, de l'échange, mais un échange constructif pour ensemble bâtir un écosystème solide et impactant. Depuis le lancement de cette initiative personnelle, il y a plus de 3 mois aujourd'hui, plusieurs acteurs se sont positionnés clairement pour nous appuyer dans ce que nous faisons pour le Sénégal et l'Afrique. TDS, à travers Amadou Diop, le directeur général, comme le montre l'infographie, Gaïndé 2000 avec son administrateur général Ibrahim Nour Edine Diagne, GT Technologie, l'équipe de Mohamed Mbeng, l'homme à la fameuse formule il y a un seul mot qui soit important dans la transformation digitale et ce n'est pas digital. Le PTN, le Parc des technologies numériques du Sénégal, avec le coordinateur Bassirouba, que nous saluons aussi. CETIC Dakar, avec l'équipe de Tonton Isidore, comme nous l'appelons affectueusement. Et puis l'infographiste Babacar Diène, qui réalise les différentes infographies des après-midi de la tech. Babacar Diène qui réalise cette affiche en l'occurrence très loin du Sénégal parce que notre monde est devenu un village planétaire, confirmant le théoricien canadien McLuhan, mais pourtant plus que jamais présent au sein de notre pays, dans notre pays, et présent notamment sur ce que nous faisons actuellement sur Internet. Merci à tout le monde, à ceux qui n'ont pas voulu être cités également. Suite de notre série ce mercredi 9 septembre, j'ai voulu recevoir un seul acteur de l'écosystème. C'est pour mieux entendre ce qu'il a à nous dire de la marche du numérique au Sénégal et en Afrique. Un seul acteur en attendant de reprendre le panel dans sa formule collective parce que c'est Nifati qui occupe actuellement la fonction de senior policy manager Afrique de l'Ouest au sein de l'équipe Afrique subsaharienne à la GSMA, a beaucoup de choses à partager avec nous cet après-midi. Si je l'ai sorti de son trou dakarois et de ses éternels conf calls professionnels, c'est pour qu'il échange avec nous, mais pour qu'il échange avec vous aussi, sachant que nous ne mettons même pas de différence entre le nous et le vous, c'est plutôt un nous très, très collectif. Vous aurez pour cela la parole plus tard. Séni Fati a pris ce poste en septembre 2019. Nous sommes en septembre 2020, il y a un an donc, apportant avec lui plus de 14 ans d'expérience en réglementation des TIC. Il est basé à Dakar et est responsable du programme de plaidoyer de la GSMA et soutient les membres dans les questions de politique et de réglementation en Afrique de l'Ouest. Avant de rejoindre le GSMA, je fais une rapide présentation parce qu'il aura à le faire lui-même à la première personne. Il était responsable des projets au secrétariat de Smart Africa à Kigali, au Rwanda. On en profite pour saluer d'ailleurs le patron de Smart Africa. CENI dirigeait principalement la mise en œuvre du projet One Africa Network, que l'on connaît très bien, et les initiatives Free Roaming entre les différents pays membres de l'Alliance Smart Africa. Et il nous a suivis dernièrement. Il sait que mercredi dernier, 2 septembre, nous avons parlé de Free Roaming et moi, je remercie personnellement tous ces acteurs qui ont accepté de nous rejoindre sur ce panel. Avant de rejoindre GSMA, il était responsable des projets au secrétariat de Smart Africa, on l'a dit. Il a été directeur de l'économie et des marchés télécoms à l'ARTP du Sénégal de 2015 à fin 2018. Il a débuté à l'ARTP en février 2004, il y a 16 ans donc aujourd'hui. Il a dirigé plusieurs projets, il a participé à plusieurs projets et études tels que le développement de la stratégie du service universel des télécoms. On en profite pour saluer l'équipe de Manel Fall, l'audit des coûts des opérateurs licenciés, la mise en œuvre du dégroupage de la boucle locale, un gros sujet, l'approbation des catalogues d'interconnexion des opérateurs désignés puissants, la mise en place de la portabilité des numéros, les campagnes de mesure de la qualité de service des opérateurs, l'identification des abonnés au Sénégal. En 2017, CENI était l'un des points focaux pour la mise en œuvre de la zone unique d'itinérance libre en Afrique de l'Ouest, communément appelée, on l'a dit tout à l'heure, le free roaming. Actuellement, il participe, et ça depuis 2015, à l'UIT. Il est actuellement vice-président de la commission d'études 12 de l'UIT sur la qualité de service.
Il est également président du groupe régional africain de la commission d'études 12. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus parce que, bien sûr, présenter Seyni Fati, c'est prendre le risque de parler toute une après-midi et de devoir après chercher indéfiniment de l'eau pour se désaltérer. Je ne tomberai pas dans ce risque. Je vais lui faire courir ce risque-là. Merci encore une fois, Seyni Fati, d'avoir accepté d'échanger avec moi personnellement à travers les après-midi de la tech. C'est avec un immense plaisir que nous vous recevons. Bien naturellement, je vais m'effacer très vite parce que l'idée est d'organiser ce dialogue avec l'écosystème qui est déjà connecté. Je remercie tous ces fidèles des AMT qui sont déjà en ligne. Alors, Seyni Fati, d'abord, merci pour avoir accepté mon invitation et surtout, bienvenue. Un premier mot à tous ces acteurs avec qui vous allez échanger cet après-midi. Bonjour Ousmane. En tout cas, d'abord, je voudrais te remercier d'avoir pensé à moi pour ce panel d'aujourd'hui. Je ferai, comme je te l'ai dit, je ferai le maximum pour te faire honneur. Comment dirais-je? Donc, moi, je suis panafricain dans l'âme et sénégalais encore plus. Donc, mon objectif personnel à moi, ma vision, c'est d'arriver à participer au développement dans mon secteur, au développement numérique de mon pays et pourquoi pas ensuite avoir aussi un impact aussi au niveau africain. Donc, oui. J'ai eu la chance, comme je l'ai dit, parce que la régulation, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas à l'école. Donc, c'est quelque chose que tu apprends au jour le jour, formation, benchmark, en côtoyant aussi des collègues, les gens dans différents pays. Donc, j'ai eu la chance vraiment d'avoir bien été encadré à mon arrivée à l'ARTP et je vais éviter de citer des noms, sinon tu peux en oublier. Mais en tout cas, vraiment, je remercie le bon Dieu de m'avoir mis à côté de certaines personnes qui m'ont aidé à me forger, aidé à augmenter mes capacités et aussi qui m'ont permis d'apprendre parce qu'on apprend tous les jours, même là, on n'a pas fini. Et j'espère vraiment que à la fin, on dira que j'ai apporté quelque chose au secteur des télécoms au Sénégal et en Afrique. En tous les cas, nous allons essayer de vous voler ce quelque chose-là que vous avez appris au Sénégal, en Afrique. Aujourd'hui, vous êtes à la GSMA. J'ai compris que c'est le free roaming qui vous a un peu propulsé vers l'Afrique, c'est bien cela? En fait, pas tellement. Pas tellement. Bon, pas tellement, parce que bon, quand vous êtes régulateur, vous avez la chance et l'opportunité de pouvoir côtoyer des opérateurs, de pouvoir côtoyer des régulateurs d'autres pays. Vous avez la chance de pouvoir aller à l'IUT, de travailler, d'échanger, de vous confronter avec d'autres personnes, avec d'autres collègues qui des fois sont plus pointus. Et donc, ça permet d'apprendre. Et on va dire que le projet du free roaming, il est vrai, m'a permis de pouvoir rejoindre le docteur Amadou Touré. Et puis la RTP m'a permis de pouvoir les rejoindre. Et vraiment, ça a été une expérience fructueuse, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Parce que le Rwanda, à l'époque où j'y allais, je me rappelle que beaucoup de gens me disaient « Tu es fou, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» Mais en tout cas, je leur conseille d'y aller parce que c'est vraiment un pays qui est un exemple. Ce n'est pas une légende urbaine. Ils sont vraiment… Et comme partout, il y a des mauvais côtés. Mais en général, c'est vraiment une expérience enrichissante. Et donc, je suis revenu au Sénégal parce que je me suis dit aussi que mon pays a besoin de moi. Oui, et le Rwanda, d'ailleurs, on va s'arrêter là-dessus un petit moment. On parle beaucoup du Rwanda aujourd'hui. C'est la star quand Paul Kagame fait ses sorties. Moi, je suis tous ces jeunes qui se font photographier avec lui, qui reprennent ce qu'ils disent comme des formules presque magiques sur LinkedIn notamment. Mais qui est cet homme, vous, qui l'avez peut-être approché un peu plus près au Rwanda, à Kigali? Donc, j'ai eu la chance de l'avoir côtoyé, j'ai eu la chance de lui avoir parlé, j'ai eu la chance d'avoir participé à certaines réunions, surtout du conseil d'administration de Smart Africa. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui est en train de travailler pour le développement numérique de l'Afrique. Donc, il a vraiment poussé pour la création de l'alliance Smart Africa. Il a poussé pour avoir à l'époque l'ancien secrétaire général de l'IUT,
Dr Amadou Touré. Le Malien, oui. Ouais, le Malien. Et ensuite, vraiment, il lui a donné tous les moyens pour arriver à réussir sa mission. Je me rappelle qu'il peut l'appeler à n'importe quelle heure pour lui dire de venir lui faire un briefing ou venir lui dire comment on fait pour réaliser telle ou telle action. Et vraiment, il nous a donné tous les moyens. L'exemple que je donne, c'est que quand vous arrivez à Smart Africa, dès que vous arrivez, tout est en place. Vous avez déjà votre ordinateur, votre connexion. On vous met dans les conditions pour vraiment arriver à réaliser votre mission. Et donc, et au niveau de son pays aussi, ce qui est bien, c'est qu'il fait confiance aux jeunes. Dans son gouvernement, même la ministre ICT, elle est jeune. Il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup de sociétés. Tout est mis en place pour que ces startups-là, ces sociétés-là puissent prospérer. Rien n'est parfait, il faut continuer à construire. Oui. Mais vraiment, lui, il montre l'exemple en leur disant moi, l'essentiel, c'est que les Africains n'ont qu'à venir investir en Afrique et au Rwanda. Je vous donnerai tout pour que ça fonctionne. Je mettrai tout en place pour que ça fonctionne. Et l'exemple que je donne, c'est que quand on a eu un projet de data center et de cloud, sa seule exigence, c'est que ces data centers-là soient basés en Afrique. Il disait que je ne peux pas me permettre que ces équipements-là puissent être hébergés dans d'autres pays. Un jour, ce pays-là peut décider de fermer les vannes et puis on aura des problèmes. Oui, et ça, pour avoir un peu cette sensibilité numérique, il faut franchement être connecté. Vous pensez que c'est donc un président, un dirigeant africain qui comprend aujourd'hui les enjeux de souveraineté numérique notamment? Oui, et en fait, il les comprend et aussi, il fait tout pour s'entourer des compétences, des experts. Quand vous allez au Rwanda, vous allez voir que vous avez beaucoup de Sénégalais qui sont là-bas. En fait, et comme je dis toujours, nul n'est prophète dans son pays. Oui. L'ancien DG de la RTP, le premier, Matar Sek, quand il va au Rwanda, c'est un roi. Parce qu'il a eu à conseiller le président Kagame. Et quand il va là-bas, c'est comme si c'est son pays. On lui ouvre les portes, on lui déroule le tapis rouge. Et puis, vous avez d'autres Sénégalais qui sont là-bas, qui sont dans les systèmes des Nations Unies et tout ça. Vraiment, la compétence africaine est vraiment demandée là-bas. Oui, et votre rôle, votre mission auprès, disons, de Smart Africa, au sein de Smart Africa, c'était quoi très rapidement? Donc, en fait, si vous vous rappelez bien, le 31 mars 2017, le Sénégal, avec 4 autres pays, Oui. le Sénégal a lancé le free roaming en Afrique de l'Ouest. Donc, et puis, avant de le lancer, nous nous sommes inspirés du corridor nord en Afrique de l'Est. Ils ont été les premiers et encore sous l'impulsion du président Kagame. Et après, donc, à l'époque, le DG Abdou Karim Sall a pris son bâton de pèlerin. Il a fait le tour. On a fait une réunion à Busan, en Corée du Sud, et nous avons décidé de mettre en œuvre sous l'impulsion de nos chefs d'État. Parce que nos chefs d'État ont dit que les frais de roaming étaient trop élevés. Oui. Il fallait trouver un mécanisme pour que lorsqu'on voyage, que nous puissions appeler à des frais qui ne soient pas exorbitants. Donc, le projet n'a pas été facile parce que, évidemment, ça a été des conversations longues, des explications. Bon, c'était pas facile aussi de faire en sorte que les opérateurs du jour au lendemain se retrouvent avec des coûts, en tout cas avec des revenus en baisse. Oui. Mais aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest a été, c'est-à-dire que ce que nous avons fait, c'est que quand vous allez dans ces pays-là, aujourd'hui on est à 8 ou 9, vous allez dans ces pays-là, mais vous pouvez recevoir vos appels et vous appeler comme si vous étiez un habitant du pays. Donc, on appelle ça en anglais room like home. Oui. Et ensuite, évidemment, notre rôle n'était pas aussi, comment on appelle ça encore, de blesser les opérateurs. Donc, il a fallu vraiment travailler, trouver des mécanismes pour faire en sorte, des compromis. Voilà, des compromis pour faire en sorte que ça ne fatigue pas les opérateurs. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, les régulateurs et les ministères sont là pour mettre en place les cadres, mais in fine, ce sont les opérateurs, le secteur privé, donc c'est eux qui vont mettre en place. Donc, plus vous avez des opérateurs forts qui peuvent investir, et plus votre secteur du numérique va se développer. Oui, ça c'est pour Smart Africa, on va pas s'y attarder plus longuement parce qu'on a tellement de sujets à débriefer avec vous, Seyni Fati. Comment s'est fait un peu maintenant ce passage de Smart Africa à la GSMA? Ça s'est fait comment?
Ok, bon, d'abord, juste pour terminer avec Smart Oui, oui, Africa, oui, oui. aujourd'hui, Smart Africa, aujourd'hui, quand même, c'est une institution qui aujourd'hui prend de l'ampleur, qui aujourd'hui est reconnue. Donc, juste pour information, ils ont beaucoup aujourd'hui, ils ont des projets qui sont dans les pipes. Il y a le Digital ID. Oui. Aujourd'hui, il y a le Sénégal qui pilote le projet phare sur l'accès au débit et l'économie verte. Et donc, le Sénégal a eu à présenter ce projet-là il y a 2 semaines par le directeur Mormbey. Et donc, c'est un projet important pour le Sénégal. Et en plus, c'est un projet qui a vu la participation de presque l'ensemble des acteurs, régulateurs, ministères, même nous, la GSMA. On a participé et on a pu proposer quelque chose. Orange et les opérateurs aussi ont participé. Et après, vous avez d'autres projets sur lesquels même Smart Africa s'est inspiré du Sénégal. Vous avez le projet Startup. Après aussi, vous avez des projets de data center et bon, je vais pas m'épancher, mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose et je pense vraiment que le Sénégal doit tout faire aussi pour participer à fond et être un leader. Oui, si on devait parler, par exemple, aux populations du Sénégal des profondeurs, on veut leur parler du Smart Africa, de l'alliance Smart Africa. On devrait leur dire quoi? Qu'est-ce que cette alliance-là pourrait apporter dans leur vie, eux qui sont déconnectés presque des réalités, qui ont un problème d'accès au réseau, par exemple. On devrait leur dire quoi pour leur expliquer l'utilité de Smart Africa? En fait, avec Smart Africa, donc aujourd'hui, c'est une alliance de 30 pays et le conseil d'administration est composé des chefs d'État. Donc, lorsque vous avez des chefs d'État, ces chefs d'État-là vont tout faire pour que les projets qui sont mis sur la table puissent avancer. Et durant les réunions, ils vont être au courant des difficultés au niveau réglementaire et des difficultés au niveau technique avec les opérateurs. Et donc, c'est eux qui vont, derrière, quand ils retournent dans leur pays, ils vont tout faire pour pousser que ces projets-là avancent. Ensuite, dans Smart Africa, vous avez des projets de haut débit. Aujourd'hui, on sait que le service universel, ce n'est plus la voix et les SMS seulement. Aujourd'hui, le service universel, vous avez la data. Il faut que même les populations qui sont dans les zones reculées puissent avoir accès à la data. Vous avez les fermiers, vous avez les agriculteurs. Ils ont besoin de vendre, ils ont besoin aussi d'avoir des informations. Vous avez le développement du mobile money qui vient aujourd'hui. Oui, donc, voilà. Et puis tout ça, ça peut être des choses qui peuvent être impulsées parce que pour moi, rien ne peut se passer si ça ne vient pas du haut. Oui. Donc, il faut que la volonté soit d'abord gouvernementale, présidentielle, et puis politique, après ça descend. Oui. Voilà, oui. politique. Volonté politique. Exactement. Et ensuite, après, maintenant, il faut aussi que les deux acteurs, que ce soit opérateurs et les politiques, s'asseyent parce qu'on ne peut rien faire tout seul. Il faut toujours qu'il y ait une sorte de concertation entre les différents acteurs. Le gouvernement doit tout faire pour que les opérateurs, les fournisseurs de services puissent être dans des cadres adéquats et surtout avoir l'opportunité de réinvestir ce qu'ils gagnent. Et de l'autre côté aussi, il faut aussi que les opérateurs puissent comprendre les objectifs, la vision du gouvernement pour arriver à les atteindre. Oui, on reviendra un peu dans le monde rural parce que pour moi, c'est très, très important. Vous avez piloté la stratégie du service universel, si je ne me trompe, au Sénégal. Mais la GSMA, vous êtes allé comment? C'était quoi l'objectif au départ? Parce qu'on va parler un peu de comment est-ce que vous voyez les choses de l'intérieur. Ok, donc on va dire que la GSMA, pour moi, ça a été une opportunité de pouvoir acquérir des connaissances et des compétences et surtout aussi pouvoir comprendre le secteur privé. J'ai passé presque toute ma carrière dans le secteur public avec des objectifs et des visions qui ne sont peut-être pas les mêmes que le secteur privé. Donc là, au niveau du secteur privé, lorsqu'on est à l'intérieur, on peut voir en fait qu'est-ce qu'ils veulent in fine, parce qu'aujourd'hui, en fait, lorsque j'étais régulateur, c'est toujours les opérateurs, ils sont là uniquement pour faire de l'argent, gagner de l'argent, ils n'investissent pas dans le pays. Mais après, tu peux arriver à nuancer cette croyance-là quand tu les côtoies. Il est évident que les gens, ils sont là pour, mais ils sont là pour faire de l'argent, mais aussi, ils sont là aussi pour arriver à satisfaire les consommateurs, investir, puis aussi remplir leurs objectifs qui sont dans les cahiers des charges.
Et Oui, donc, oui, et oui. la GSMA me permet de côtoyer les opérateurs dans d'autres pays, de mieux les connaître, ainsi de suite. Oui, on parle beaucoup des tarifs de télécom au Sénégal, des prix d'Internet en les comparant aux autres pays. Vous qui avez la chance, vous venez de le dire, hein, d'aller dans d'autres pays, vous pouvez nous dire quoi de ce point de vue? Donc, d'abord, en Afrique, en tout cas, au niveau infrastructure, en Afrique, je pense que nous n'avons pas beaucoup de choses à envier à certains pays. Je pense que nous avons de bonnes infrastructures, nous avons de bonnes choses. L'exemple que je donne, il n'y a pas beaucoup de pays où est-ce que vous allez à l'aéroport et vous avez une connexion Internet. Donc aujourd'hui, au Sénégal, lorsque vous allez à l'aéroport, vous avez une connexion Internet. Ensuite, au niveau de la qualité des connexions, souvent, bon, vous avez les gens, la perception se plaignent en disant que ça ne marche pas très bien au Sénégal, mais je vous mets au défi de trouver des pays où la connexion, elle marche correctement. Même lorsque vous allez au Rwanda, vous n'avez pas la 4G partout. Il m'arrivait de marcher ou d'être dans des endroits où je n'avais pas de connexion. Mais en fait, là, ils sont en train de se développer, ils mettent les choses en place. Mais au niveau du Sénégal, je pense que vraiment, on peut être fier de ça. Cependant, il y a encore des choses à faire parce qu'il y a des choses à améliorer, il y a des zones à mieux couvrir, même dans Dakar. Donc, on va dire que c'est dans une amélioration continue. Oui, oui. Et comment renforcer davantage cette connexion du monde rural? On sait, hein, pour résumer très vite, vous êtes le spécialiste, si je ne me trompe, stoppez-moi net. On sait que, par exemple, FD Sud au Sénégal vient combler un peu le gap quand les opérateurs, peut-être, ne peuvent pas faire comme il faut, ne peuvent pas s'acquitter comme il faut de leur mission. On parle beaucoup du Sénégal numérique, du Sénégal émergent, mais on feint d'oublier parfois que la connexion, vous l'avez dit, elle n'est pas partout et que donc, si on veut parler d'un très bon Smart Sénégal, on y reviendra un jour, faudrait-il que voilà, la connectivité soit partout? Oui, en fait, aujourd'hui, on va dire, bon, déjà, il faut déjà régler un problème d'accès. Mhm. Non, parce que le problème d'accès, c'est il faudrait que dans presque toutes les zones du Sénégal, que les gens puissent avoir d'abord l'accès. Après, maintenant, une fois que vous avez l'accès, après, vous avez la couverture. Et après la couverture, vous avez après les tarifs. Parce que ça ne sert à rien de mettre des services dans des zones et que ces populations-là n'aient pas les moyens Oui. de pouvoir utiliser ces services-là. Et donc, aujourd'hui, bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir participé à l'étude du SU avec le cabinet McKinsey, donc avec d'autres collègues. Et à la suite de ça, on a mis en place une stratégie de service universel. Donc, après la stratégie, on a commencé à la dérouler. Donc, c'est ce qui a amené le projet de Matam avec Oui. IO. Oui, Mais après, okay, donc, ça a été juste fait pour une région, la région de Matam. Mais après, il y a d'autres choses à régler. Et aujourd'hui, Manel Fall, il a une équipe très compétente. Et aujourd'hui, ils ont des projets, même en collaboration avec la Banque mondiale. Et il faut qu'ils travaillent étroitement aussi avec les opérateurs et les régulateurs, parce qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas faire tout seul. Oui, oui, oui. Si on s'arrête un petit moment là-dessus, Hayo, c'est quoi? Parce que on nous parle d'MVNO, d'autres nous disent que non, ce n'est pas un MVNO. La discussion, elle est revenue, si vous avez suivi le panel sur les FAI et les MVNO avec Alex Corentin, qui soutenait que Hayo est bel et bien un MVNO. Vous qui avez été à l'intérieur de la RTP et qui vous êtes occupé de ces questions, alors vous pouvez nous dire quoi là-dessus? Donc, bon, juste pour dire que techniquement et selon les définitions, IO n'est pas un MVNO. Donc, IO a obtenu une licence pour opérer dans la région de Matam. Donc, la licence de IO est fermée à la région de Matam. Bon, après, maintenant, comme on dit, l'appétit venant en mangeant, aujourd'hui, IO souhaite avoir une licence, on va dire, nationale pour pouvoir proposer ses services au niveau national. Parce qu'un MVNO, c'est un opérateur qui vient s'appuyer sur le réseau des autres opérateurs qui sont déjà présents. Oui, le détaillant d'un grossiste. Bon, un peu, oui. Donc, après, vous avez des MVNO Light, vous avez des MVNO Full. Donc, le MVNO Light, il n'a pas d'équipement. Donc, lui, ce qu'il fait, ce sont des offres commerciales, mais que lui-même, il décide, il fait ses cartes SIM. D'accord? Donc, alors que le MVNO Full, il a son HLR, c'est lui-même qui gère sa base client et tout ça. Et donc, alors qu'aujourd'hui, IO a des fréquences, IO a des équipements, IO a même des accords d'interconnexion avec les opérateurs. Donc, aujourd'hui,
l'interconnexion, c'est entre un réseau et un autre. Donc, c'est-à-dire qu'il gère son trafic et après, il amène son trafic à un point pour que les autres opérateurs l'amènent à ses abonnés. Oui, Donc, oui, oui. non, non, vas-y, c'est bon. Oui, il y a une licence nationale. On peut entendre par là licence globale parce qu'il y a ce débat qui revient sur un quatrième opérateur avec licence globale de téléphonie au Sénégal. Je salue notamment Ousseinou Ndiaye et Amadou Mokhtar Fall de RTL Africa avec qui nous avions échangé sur cette question. Naturellement, comme eux, comme d'autres, vous ne pensez pas que c'est pertinent d'ouvrir le marché en quatrième opérateur. Non, en fait, ça, c'est un travail que doit mener le régulateur. Parce qu'avant d'accueillir un quatrième opérateur, Mhm. il faut que le gouvernement, Oui, le ministère et les régulateurs doivent être sûrs que l'arrivée d'un quatrième opérateur, ce quatrième opérateur-là aura les moyens de pouvoir survivre et les moyens de pouvoir se développer et les moyens d'avoir des revenus. Il ne faut pas amener un quatrième opérateur juste pour gagner de l'argent et après, on va se retrouver avec quelqu'un qui aura du mal à évoluer dans ce paysage-là. D'accord? Donc, c'est vrai que la vente de licence va rapporter de l'argent à court terme, mais après, c'est-à-dire que toutes ces entités-là qui ont vendu la licence, ils ont après l'obligation, le devoir de mettre en place un cadre réglementaire et même aussi un cadre financier qui oui, permet à ces acteurs-là de pouvoir avoir des retours sur investissement. Ensuite, oui, aujourd'hui, oui. nous avons 3 opérateurs. Nous sommes 16 millions de Sénégalais. Non, je vais même dire 4 opérateurs. Nous sommes 16 millions de Sénégalais. Et nous sommes 16 millions de Sénégalais. Donc aujourd'hui, est-ce que ces 4 opérateurs-là ne peuvent pas eux-mêmes uniquement arriver à développer le numérique, à développer les télécoms au Sénégal? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un autre acteur au Sénégal? Oui, la nature ayant peur du vide, comme on dit, et peut-être que si le débat est revenu un peu sur la table, c'est parce que pour le moment, ce n'est pas encore un succès retentissant pour nos MVNO qui sont censés aider un peu à une meilleure concurrence dans l'écosystème, à part Promobile de Mbaku Faye qui a changé carrément de ménage pour s'allier maintenant avec Orange. Les Oui. autres, ça ne bouge pas. Un regard peut-être de celui qui n'a pas été là et qui revient à la maison. OK, donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout acteur dans le secteur des télécoms doit investir. Mhm. On ne se lève pas un matin et on dit qu'on devient MVNO ou on devient FAI. Parce qu'après, il y a beaucoup de coûts cachés. Je vais mettre de coûts cachés. Oui, avec les Donc, guillemets. oui, donc aujourd'hui, donc, la volonté que nous avions au départ, c'est qu'on voulait avoir des MVNO, on voulait ouvrir le marché et aussi faire en sorte que les prix, que les tarifs baissent. Parce que lorsque vous amenez un MVNO, le MVNO va aller chercher des niches. Mhm. Je ne sais pas, on aurait pu avoir un MVNO qui va chercher les jeunes entre 14 et 18 ans en leur proposant d'autres services et qui vont prendre la puce parce qu'ils auront accès à d'autres services. Donc, ce qui dit aussi que ces MVNO-là aussi doivent être créatifs et créer du contenu ou s'associer avec des gens qui créent du contenu. Donc, ensuite, après, vous avez aussi un autre côté, c'est-à-dire que il y a eu peut-être des soucis sur le chemin de faire en sorte que les opérateurs puissent faire des offres adéquates à ces MVNO-là. Parce que le MVNO ne va pas, moi, je ne vais pas les acheter en gros et puis ne pas être en mesure de pouvoir revendre et me faire un bénéfice. Si j'achète en gros et que j'ai une perte, je ne peux pas négocier avec l'opérateur. Donc, tout ça, il faut qu'on l'encadre. Il faut qu'on encadre la relation entre les puissants et les MVNO et de faire en sorte… Parce que normalement, le MVNO qui va chez un opérateur, et je sais que j'ai un ami qui est chez un opérateur qui n'est pas d'accord avec moi, mais le MVNO, l'objectif du MVNO, il n'est pas de venir concurrencer l'opérateur qui l'héberge. Le MVNO vient être un complément chez l'opérateur qui l'héberge et va chercher des niches que l'opérateur n'avait pas pensé ou bien que n'avait pas ciblé. Oui, 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 mais c'est important là aussi que l'on marque un point parce que effectivement, je pense que vous faites la bonne correction. Un MVNO, par définition, je suis loin d'être spécialiste, un simple observateur. Par définition, il dépend de notre opérateur. La preuve, on l'a vu dernièrement avec un opérateur
qui peut-être visiblement a bloqué, ça n'a pas marché. Bon, on va nous dire peut-être plus tard la RTP ou les concernés, c'était quoi la vraie raison. Mais quand on pense qu'un MVNO doit concurrencer son opérateur partenaire, on se leurre presque volontairement, non? Non, non, on ne se leurre pas, mais bon, c'est parce que le MVNO, comme j'ai dit, ça va dépendre de la hiérarchie du MVNO. Mais le MVNO, c'est lui qui décide de sa cible. On ne lui oblige pas d'aller vers une cible. Et c'est lui qui décide des tarifs qu'il va faire. Oui. D'accord? Donc, il va acheter en gros chez l'opérateur qui l'héberge. Et l'opérateur, il l'héberge physiquement. Avec les installations physiques, ils vont signer des accords pour que le trafic passe par les infrastructures de l'opérateur. Mais après, toute la partie commerciale, marketing, tarif, ça, c'est du fait du MVNO. Donc, le MVNO lui-même va élaborer ses cartes SIM. Il va lui-même définir la cible. Il va lui-même définir les tarifs, les promotions. Donc là, il est libre. Donc, après maintenant, comme après, il va reverser parce qu'il va signer un contrat. Donc, Oui. il va reverser une partie de ses revenus à l'opérateur qui l'héberge. Donc, lorsqu'il reverse, il ne peut pas être un concurrent de cet opérateur-là. Il vient lui rapporter de l'argent, normalement. Oui, normalement, en principe, comme on dit. Oui, en principe. Oui, quelques questions du public, hein, même si, bien sûr, cher public, nous allons vous ouvrir la parole. Je pense que ce qui va nous arranger, Amadou Dem et Mansour, ce ne sont même pas des questions écrites, mais nous voulons vous entendre vocalement, oralement, comme on dit aujourd'hui. Une première question de Mansour Faye Seni. Il vous demande quels sont, d'après vous, les défis que l'Afrique doit relever dans le domaine du numérique? Quels sont les défis? Donc, aujourd'hui, le premier défi qu'on a, c'est un défi d'infrastructure. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va arriver à se développer numériquement si nous ne mettons pas en place les infrastructures, si les opérateurs, en tout cas les secteurs privés et puis les gouvernements ne travaillent pas ensemble. Donc aujourd'hui, on aura un défi d'infrastructure. On aura aussi un défi au niveau de la taxation. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, on pense que le secteur des télécoms, c'est le secteur où il faut aller puiser et prendre de l'argent pour autre chose. Mais sauf que si vous prenez de l'argent à des opérateurs, après, ils auront peur de réinvestir. Ils ne vont pas réinvestir. Ils n'auront pas les moyens de réinvestir et ils vont même clasher votre pays comme un pays à risque. Ils ne feront aucun investissement. Donc aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut inciter ces opérateurs-là à pouvoir construire des infrastructures robustes. Il faut participer aussi, comment on appelle ça encore, au déploiement de la fibre optique. Oui. Et aussi, il faut aussi participer, comme le Sénégal a accès à la mer, il faut aussi participer à la mise en œuvre de câbles sous-marins. Et aussi de câbles sous-marins dans lesquels nous, Africains, on aura une part. Parce que c'est bien de mettre en place des câbles sous-marins, mais si ces câbles sous-marins n'appartiennent qu'aux pays développés, donc on ne sera pas indépendant. Et puis, comme j'ai toujours dit, aujourd'hui, ça dit que c'est vrai, il n'y a plus de colonisation, mais aujourd'hui, pour moi, la colonisation aussi, elle se fait aussi au niveau télécom. Parce qu'aujourd'hui, les grands pays, ils font tout pour venir en Afrique, comment on appelle ça encore, pour installer leurs équipements, mais aussi, nous, il faut aussi qu'on y participe. Oui, question de Amadou Dem de Sonatel qui vous félicite au passage. Quelles actions pour que la GSMA s'intéresse plus à l'Afrique, à part la réunion annuelle du GSMA Africa, Africa, il n'y a pas d'autres forums ou ateliers pour adresser les problèmes spécifiques de l'Afrique? Vous répondez quoi? Donc, en fait, au niveau de la GSMA aujourd'hui, ils ont compris que l'Afrique subsaharienne est vraiment aujourd'hui l'avenir au niveau télécom. Donc, c'est pour ça même que dans 3 semaines, nous avons le GSMA Thrive Africa. Oui. C'est parce que nous avons dit, oui, c'est vrai que chaque année, on se retrouve à Barcelone, mais aujourd'hui, il est important que l'Afrique aussi ait son événement propre. D'accord? Donc, c'est pour ça que là, malheureusement, on ne peut pas se déplacer. Normalement, ça devait avoir lieu au Rwanda. On ne peut pas se déplacer. Donc, ça va être un événement digital, numérique. Donc, je vous invite à aller vous inscrire et participer. Vous aurez beaucoup de nos compatriotes qui vont faire des tables rondes et vous avez aussi beaucoup de conférenciers et on parlera de la taxation, on parlera du haut débit, on parlera du développement du mobile money,
Et on parlera aussi même de la qualité de service. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a plein de sujets qui sont importants au niveau de la GSMA. Ensuite, la GSMA aussi a mis en place une direction qu'on appelle Mobile for Development. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas là juste uniquement pour que les opérateurs aient de bonnes relations avec les gouvernements et les régulateurs, mais aussi on essaie de voir quels sont les projets qui vont impacter les populations, en tout cas qui sont importantes pour les populations, et puis qu'on peut développer au niveau en Afrique. Donc, je peux citer un projet sur les cartes de couverture. Je peux citer aussi un projet qui permet aux populations dans les zones rurales ou même certaines personnes qui ne savent pas utiliser, comment on appelle ça encore, l'Internet et tout ça. Donc, il y a des modules qui permettent d'éduquer les gens et de les former. Oui, et vous êtes maintenant à Dakar, Seyni Fati. C'est un retour à la maison, c'est une escale? Non, on va dire que c'était un retour à la maison, surtout. Comme j'ai dit au début, mon objectif, en tout cas, mon envie, c'est vraiment de pouvoir apporter ce que j'ai appris, de pouvoir partager ce que j'ai appris et aussi de participer comme je le peux au développement numérique de mon pays. Comme vous l'avez dit, nous avons eu nous avons eu des personnes qui nous ont montré la voie, qui ont été les pionniers au Sénégal. Maintenant, c'est à nous de continuer parce qu'on ne peut pas juste les garder eux, mais maintenant, c'est à nous de continuer et aussi d'apporter notre pierre à l'édifice. Et qu'est-ce que vous avez changé concrètement le secteur des télécoms au Sénégal? Bien sûr, on dira que tout n'est pas parfait. Hein, c'est une déclaration très facile parce que rien ne peut être en réalité parfait. Mais s'il y a des améliorations peut-être qu'on devrait apporter dans le secteur des télécoms que vous connaissez très bien, le secteur sénégalais, vous diriez quoi? En fait, moi, je dirais d'abord qu'il faut renforcer la concertation entre les différents acteurs. On n'est pas dans un secteur où le régulateur, le ministère et les autres sont en concurrence. Chacun a son rôle à jouer. Donc, chacun doit jouer son rôle dans le cadre qui lui a été imparti. Et donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de concertation et que chacun fasse son travail. OK? Et ensuite, après aussi, il faut aussi qu'il y ait une concertation entre ces parties prenantes-là, les régulateurs, les gouvernements et aussi les opérateurs. Parce que comme j'ai dit au début, rien ne peut se passer si ces opérateurs-là, ces fournisseurs-là ne sont pas mis dans les meilleures conditions pour pouvoir réaliser leur objectif. Oui, et vous, personnellement, vous allez aider à changer quoi, à faire évoluer quoi? Non, moi, en fait, moi, j'ai une panoplie large. Donc, moi, c'est où je peux aider, je vais y aller. Donc, c'est-à-dire que je suis un joueur d'équipe. Si on dit que je suis neuf, je vais jouer neuf. Si on dit que je dois jouer arrière, je joue arrière. Donc, on va dire que j'ai engrangé beaucoup de connaissances et de capacités. Et donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de le mettre au service de mon pays. 37 minutes déjà d'interview avec vous, Seyni Fati. Nous allons évoluer en attendant que le public veuille bien prendre la parole. L'argent électronique, le smartphone, je lis bien sûr régulièrement les rapports de la GSMA là-dessus. Le smartphone, on dit très souvent que l'Afrique est l'avenir du monde avec l'explosion du smartphone sur le continent. Vous en pensez quoi? L'explosion sur le continent, est-ce que l'explosion du smartphone sur le continent a vu tous ces avantages exploités par les populations, par les pouvoirs publics, par les États? En tout cas, pas encore, parce qu'aujourd'hui, le problème de l'Afrique aussi, c'est-à-dire que, comme je dis, aujourd'hui, il n'y a rien qui se fabrique. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses qui se fabriquent chez nous. Donc aujourd'hui aussi, il faudrait aussi que nous puissions consommer africain. Nous, aujourd'hui, on ne consomme que des choses qui viennent des autres pays. C'est-à-dire que même, je vais acheter un iPhone, même comment on appelle ça encore, la couverture de mon iPhone est fabriquée en Europe. Alors qu'aujourd'hui, on aurait pu fabriquer des choses au niveau de l'Afrique et c'est-à-dire qu'on aurait même pu créer des milliardaires en Afrique, rien qu'en, si par exemple, la couverture de iPhone coûte $1, on aurait pu avoir beaucoup de milliardaires en Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des velléités de créer des sociétés qui vont fabriquer des téléphones en Afrique
et parce qu'aujourd'hui aussi, il faut arriver à éduquer les populations. Aujourd'hui, les populations, vous allez leur donner l'accès, mais il faut aussi développer des contenus. Parce que pour pouvoir aller sur Internet, il faut que la personne ait envie d'aller sur Internet, ait envie d'aller voir du contenu. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un manque au niveau du contenu. Il y a un manque aussi au niveau de l'éducation des populations. Donc il y a vraiment tout un système, tout un cadre à mettre en place. Oui, et il y a beaucoup de sociétés étrangères qui ont encore la main sur le marché du transfert d'argent, alors qu'il y a beaucoup d'acteurs africains aujourd'hui qui émergent. Vous en pensez quoi? Cette prépondérance toujours de gros acteurs étrangers sur le marché des transferts d'argent, notamment de nos modo-modo, et puis la montée des acteurs locaux. Non, en fait, aujourd'hui, on va dire que le mobile money, c'est quelque chose qui est l'avenir. Vous avez des pays qui aujourd'hui, durant le Covid-19, là, en tout cas, durant cette pandémie, les gouvernements ont tout fait pour que les transactions se fassent avec le mobile money. D'accord? Pour ce faire, ils ont dû alléger. Donc, il faut travailler de concert avec les banques centrales, arriver à alléger aussi comment on appelle ça encore, les taxes et les frais Oui. que ces opérateurs-là et que ces fournisseurs de services mobile money ils rencontrent. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas, c'est que vous devez reverser aussi une grosse somme à la banque centrale lorsque vous faites les transactions. Donc aujourd'hui aussi, c'est quelque chose aujourd'hui, on a un manque de concertation aussi entre la partie télécom et la partie financière bancaire. Donc aujourd'hui, il faut que ces acteurs-là s'asseyent, puissent aujourd'hui définir les cadres, travailler de concert pour qu'aujourd'hui, et puis qu'on devienne numérique, okay, qu'on arrive à développer tous ces portefeuilles-là. Ensuite, après, vous avez des pays qui aujourd'hui commencent à penser à l'interopérabilité. Il faudrait que moi, j'ai un wallet au niveau de Orange, que je puisse faire des transactions avec ceux qui ont d'autres portefeuilles de mobile money. Après, on peut même parler après d'interopérabilité au niveau de l'Afrique. Donc aujourd'hui, vous avez des pays comme le Kenya où presque toutes les transactions se font avec le M-Pesa. Les gens reçoivent même leur salaire au niveau de leur portefeuille électronique. Oui, oui, Tidiane Dem que nous avions reçu dernièrement, c'était le 17 février 2019 au Sénégal. Il nous disait, et il nous le dit d'ailleurs régulièrement dans nos discussions, qu'au Sénégal, le secteur des télécoms est trop taxé. Vous, qui le connaissez très bien, vous en pensez quoi? En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'au Sénégal, nous sommes un des pays où il y a le moins de taxes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de taxes. Et puis, trop de taxes, ça nuit et ça ne participe pas à l'investissement des opérateurs. Je pense qu'il faut mettre en place d'autres mécanismes que les taxes pour faire en sorte que le secteur se développe et faire en sorte que tout le monde soit gagnant-gagnant, que ce soit les opérateurs et puis les gouvernements. Donc, vraiment, ça sont des choses qu'il faut revoir. Oui, trop de taxes, bon, je sais que vous ne voulez pas trop vous mouiller, hein, c'est une fatigue, mais c'est important quand même que vous soyez un peu concret, qu'on se comprenne. Supprimer quoi, par exemple, de la panoplie de taxes? Bon, là, je ne peux pas vous dire quoi supprimer parce que, bon, après, ce sont des décisions politiques. Donc, après, maintenant, il faudrait s'asseoir et voir comment diminuer certaines taxes. Bon, par exemple, je vais vous donner un exemple c'est un exemple qui a été reconnu au niveau de la GSMA. Le Sénégal, voulant démocratiser les téléphones, a supprimé les frais de douane sur les téléphones. OK, mais en contrepartie, le Sénégal a mis en place ce qu'on appelle la RUTEL. Donc, c'est la redevance d'utilisation des télécoms. Donc, aujourd'hui, cette redevance, elle est à 5%. Et donc après, maintenant, mais sauf que cette redevance est payée par les consommateurs parce que les opérateurs, ils l'ont répercuté aux consommateurs. Donc, aujourd'hui, vous avez des taxes pour lesquelles, moi, je pense qu'avant de mettre une taxe, il faudrait que les acteurs soient appelés autour d'une table, qu'il y ait discussion et qu'après, maintenant, qu'on dise est-ce que la taxe a sa raison d'être ou pas, ou est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui vont permettre aux décideurs politiques de pouvoir atteindre leurs objectifs sans mettre de taxes.
Est-ce que les petits sont assez protégés par rapport aux grands? Je parle du marché des télécoms chez nous. Assez protégé, c'est-à-dire. Protégés, est-ce qu'ils sont assez accompagnés? Est-ce que les conditions de concurrence sont très bien observées de sorte que, par exemple, on puisse tous coexister dans un même écosystème? Bon, après, bon, aujourd'hui, en fait, vous allez avoir, on va dire qu'il y a un cadre des télécoms qui a été mis en place avant l'arrivée, comme tu l'appelles, des petits. Mhm, Ensuite, après, aujourd'hui, le cadre réglementaire, c'est quelque chose qui doit être revu de manière régulière. L'exemple que je donne au Sénégal, c'est qu'en début d'année 2020, le gouvernement, les régulateurs et le ministère, ils ont revu à la baisse les frais de fréquence pour certains opérateurs. Et puis cette baisse, je pense qu'elle s'adressait particulièrement aux fournisseurs d'accès Internet, mais qui se plaignaient des frais exorbitants des fréquences au Sénégal. D'accord? oui. Donc, ok, donc, comme j'ai dit, au fur et à mesure, il y a il y a des leviers qui sont mis en place pour pouvoir permettre aux petits de pouvoir évoluer. Mais il ne faut pas oublier aussi que vous avez des grands qui sont là depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'ils ont bien maillé le marché, ils ont acquis des opérateurs. Le petit ne peut pas se lever un matin et puis venir, et puis venir directement dire que je vais être au même niveau que le grand. Il faut aussi, mais que ce petit-là aussi participe à l'investissement, mais qui vienne investir, qui vienne aussi mettre tout en œuvre pour pouvoir être un jour atteindre le même niveau que les grands. Oui, est-ce il y a une prise de parole dans le public, hein? S'il n'y a pas, je ferai comme en classe, hein? Vous vous souvenez bien, en classe, quand par exemple le prof demandait qu'un volontaire se manifeste, quand ça n'est pas le cas, il désigne. J'aimerais bien avoir le regard dans ma liste, hein, de spectateurs, comme les appelle Zoom, Ousmane Ousseinou Ndiaye. Est-ce que Ousseinou Ndiaye pourrait peut-être apporter un petit commentaire à ce que vous venez de dire globalement depuis le début, parce que je veux bien que cet échange se fasse aussi avec le public et non pas seulement Ousmane Gueye qui est là avec ses éternelles questions. Ousseinou Ndiaye? Um, ok, merci Souman. J'ai participé en tant que spectateur, hein, mais bon, je vais quand même faire des commentaires en fait. Je vais commencer par saluer Séni, hein, que j'appelle mon frère, et juste pour lui dire que je suis fier de lui. Hein. Et donc, en fait, j'ai suivi le débat. Hein. Je pense que Séni a soulevé, il a insisté sur l'aspect infrastructure et que l'Afrique devrait se réveiller. Sinon, en tout cas, redoubler d'efforts pour assurer son autonomie numérique en insistant sur les investissements liés aux infrastructures. Et je pense qu'il a bien précisé, c'était juste histoire d'insister là-dessus. Mais il y a un point sur lequel peut-être que je ne serais pas d'accord avec les propos de Séni, c'est par rapport au MVNO et la concurrence. Ce n'est pas parce que, à mon avis, l'MVNO est un acteur comme l'opérateur autant, comme l'opérateur qui l'héberge, et que le MVNO n'est pas là pour faire un partnership commercial ou financier avec l'opérateur. Quoique il y a des prestations qui se font et qui lui reversent. Et ça existait naturellement, même avant l'arrivée des MVNO. Les opérateurs entre eux se font des prestations de gros qui se reversent. N'empêche que sur le marché des détails, ils sont dans la concurrence. Moi, je pense que quand quelqu'un vient investir, quelle que soit la formule, que ce soit MVNO ou pas, c'est pour créer de la valeur et se faire de la place. Et on sait que la concurrence se fait sur le marché de détail. Les MVNO pour fournir les mêmes services que l'opérateur qui l'héberge. Et donc, par nature, ils sont prêts à se faire la concurrence, mais sinon, ils vont fausser les règles de la concurrence, hein, quitte à faire des collisions. Donc ça, c'était une précision, enfin pas une précision, mais juste pour soulever mon point de vue sur ce sur ce que Séni a dit. Moi, j'aurais bien aimé inviter Séni, hein, parce que quoi qu'on puisse dire, la GSMA, c'est l'association des opérateurs mobiles. Hein. J'aurais bien aimé qu'il soit plus précis quant à la question de la taxation au Sénégal. Je pense que c'est un débat qu'on évite souvent à aborder, mais c'est un débat qui est important parce qu'on a vu les conséquences que ça a eu dans le décollage numérique, si je peux m'exprimer ainsi, quoi. Donc, moi, je vais peut-être ajouter en allant directement au but. Je pense que
quand il s'agit de la fiscalité, le Sénégal doit faire des efforts, non seulement sur la fiscalité, mais quand on regarde même les ressources rares que l'État octroie aux opérateurs, c'est à des coûts, si tu compares à la moyenne africaine, qui sont quand même assez élevés. Je prends le coût des fréquences, je prends les ressources de numérotation, quand même, je trouve que c'est assez cher au Sénégal. Et Sini l'a bien expliqué, c'est des freins à l'abordabilité, puisque ce sont des coûts que les opérateurs vont répercuter sur les clients, quoi. Donc, à peu près, c'était juste ça ma réaction, juste pour dire que, voilà, quoi, je pense que Sini a abordé les grands débats, mais je voulais juste apporter une petite touche par rapport à MVNO et surtout à la taxation, hein. Je pense qu'il faut oser le dire, certains de nos États abusent en matière de taxation, quoi. Oui, et Seyni, peut-être un petit mot un peu à Ousseynou, oui. Oui, en fait, en tout cas, Ousseynou, moi, je le considère comme mon frère et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et puis, on échange. En fait, moi, ce que j'aime, c'est que nous avons souvent eu des débats passionnés, mais à la fin des débats, c'est-à-dire qu'on a chacun une position, on avait chacun une position, mais après aussi, on apprend chacun des uns et des autres. Et juste pour dire aussi que Ousseynou, c'est quelqu'un qui est même très respecté là où il travaille, pour ne pas citer l'opérateur. Donc, et puis moi, j'en suis très fier. Donc, par rapport à ce qu'il a dit par rapport à MVNO, oui, je suis d'accord. En fait, au début, je voulais juste expliquer la raison pour laquelle, il y a quelques années, la raison pour laquelle nous avons décidé d'introduire des MVNO au Sénégal. Mais je suis d'accord aussi que, in fine, le MVNO aussi, il doit faire la concurrence à tout le monde. Le seul aspect, c'est que le MVNO, il faut que le régulateur aussi soit très vigilant parce que le MVNO est hébergé par un opérateur. Donc, il faut tout faire aussi pour que cet opérateur-là ne mette pas des freins pour que les MVNO arrivent à se développer. Et donc, ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut surveiller et travailler pour. Et surtout qu'en Afrique, bon, nous, on n'a pas d'expérience au niveau MVNO, on vient de commencer. Donc, après, au fur et à mesure, on va arriver à apprendre. Oui, apprendre en marchant, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Et au niveau de la taxation, oui, oui, je suis d'accord, hein, parce que la GSMA a fait des rapports. Durant le Thrive Africa, on aura même une table ronde sur la taxation. Là, on est en train de faire un rapport sur le pricing des fréquences. Bon, moi, je ne suis pas très fier lorsque je vois que le Sénégal, ça fait partie des pays qui ont les frais de fréquence les plus élevés. Donc, après aussi, au niveau de la taxation, c'est vrai qu'on n'est pas devant la Guinée et d'autres pays, mais aussi on n'est pas très, très bien placé. Donc, et puis ça, ce sont des aspects sur lesquels tous les acteurs doivent s'asseoir et travailler dessus. Parce qu'on parle de développement numérique, on parle de fibre optique, on parle d'investissement, on parle d'amélioration de la qualité de service, mais tout ça, ça a un impact. Si vous demandez à un opérateur d'investir alors que vous lui prenez près de 30%, 40% de ses revenus, il va avoir du mal à investir. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut mettre autour d'une table et de voir comment chacun peut sortir gagnant. Merci beaucoup Seyni. Parce qu'il n'avait pas eu la parole et ça nous avait fait très très mal lors du panel sur le free roaming. Je vous donne la parole à M. Abossé, qui est le président de la commission numérique de l'UEMOA. Est-ce que M. Abossé nous entend? Bonjour, M. Ousseini. J'ai pris un peu les débats, en cours de route, oui, que je n'ai pas suivi. Félicitations à Seyni Fati, que je connais très bien et avec qui je discute, avec qui on a. Alors, moi, je suis directeur de l'économie numérique à la commission de l'UEMOA. Oui, merci. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important et j'ai fait des communications sur la partie taxes dans les télécommunications chez nous. Pour la petite histoire, je voulais dénoncer la RUTEL, parce que le Sénégal est l'un des pays à avoir mis cela en place. Et j'ai écrit une note avec des argumentaires bien. Et je me suis rendu compte à la fin que le RUTEL a été promulgué par le président Soumaré, qui, à l'époque où il était Premier ministre du Sénégal. Et cela m'a refroidi. Donc, je pense qu'il est extrêmement important de se dire que nous sommes dans un secteur qui a dépassé le temps des grands bénéfices, de grande croissance, qui a besoin d'investissements importants pour fournir du haut débit, voire du très haut débit, mais qui ne va plus faire face à une croissance
assez élevé d'abonnés. Et donc, les recettes sont en train de se tasser. Et donc, il va falloir qu'on puisse trouver un mécanisme pour que, comme le dit Fatih, tout le monde sort gagnant dans le numérique. Oui. Je pense que le Covid est un exemple important pour nous. Malheureusement, dans la tête de nos dirigeants, on ne prend pas en compte bien le numérique. Je prends 2 exemples. Je vais écrire un article que je vais publier même pour cela. Au jour d'aujourd'hui, le télétravail a permis de sauver un tant soit peu l'économie mondiale. Je dis bien l'économie mondiale. Par exemple, en Europe, dans certains pays, les petits commerçants n'ont pas pu faire faillite parce qu'ils sont arrivés à livrer à domicile, à faire un peu du commerce électronique. Si nous prenons par exemple le télétravail, je donne un exemple, ma fille qui est à Dakar est revenue à Ouagadougou. Pourquoi? Parce que les cours sont en ligne et qu'à Ouagadougou, elle a les moyens de se connecter et de suivre ses cours en ligne. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut se dire que si vous prenez le ratio salaire... Allô? Oui, on vous entend très bien. Si vous prenez le ratio salaire minimum garanti SMIC sur le prix d'accès à Internet, je dis illimité, oui. Nous allons dans la sous-région ouest africaine jusqu'à 60%. Donc, ça veut dire que tous ceux qui gagnent le SMIC ne peuvent pas avoir une connexion permanente. Or, au jour d'aujourd'hui, la maladie nous apprend qu'il faudrait que tout le monde ait une liaison permanente pour sauver un temps soit peu son activité. Oui. Donc, il est extrêmement important que nous puissions nous asseoir pour nous dire non, l'idée que les télécoms gagnent beaucoup d'argent est derrière nous et que nous devons penser à utiliser le numérique comme un vecteur de croissance pour les différents secteurs de l'économie. Donc, voilà ce que je voulais dire et je partage particulièrement le point de vue de Fatih. Sur ce plan-là, il faut qu'on s'asseye et qu'on en discute réellement. Donc, voilà un peu l'apport que je voudrais faire. Je suis toujours là pour d'autres informations complémentaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vous donner la parole, bien sûr, je continue à la donner aux hommes, hein, mais si on peut avoir les grandes dames du secteur également, ça ne peut être que bénéfique naturellement. Je pense à Aminata Dramé. Est-ce qu'elle est déjà bien en place pour prendre la parole? Aminata? Oui, allô? Oui, Aminata, nous vous écoutons. Oui, bonjour Ousmane, bonjour, bonjour très cher Seyni. Félicitations. Voilà, je tenais à t'encourager, à te féliciter, voilà, pour ton engagement, ta détermination pour le développement des télécoms en Afrique. Sur ce que j'ai entendu, je voulais juste apporter une petite contribution. Je pense que c'était la dernière question de Ousmane sur les mécanismes qui seraient mis en place, typiquement au Sénégal, pour accompagner les petits, entre guillemets. Et sur les mécanismes, ce que je peux citer déjà, en tout cas sur le marché opérateur, les régulateurs ont mis en place le concept d'opérateur puissant, avec justement des règles économiques sur l'interco, sur des tarifs, des mécanismes d'encadrement qui permettent justement de ne pas avoir une situation de monopole et de ne pas empêcher l'accès aux petits. Ça, c'est un premier jalon. Sur les fournisseurs d'accès à Internet également, face à plusieurs plaintes, il y a eu des lignes directrices qui sont sorties, qui n'étaient pas forcément favorables aux opérateurs puissants ou qui étaient en situation de monopole. Mais je pense que c'est quelques exemples qu'on peut citer dans le cadre de l'accompagnement des petits. Sur la taxation, comme Ousseynou l'a dit, moi j'aurais bien souhaité entendre mon très cher Seyni sur ce sujet. On a un niveau de taxation élevé au Sénégal, ça en est clair. Je pense que notre connaissance est partie d'un sujet sur la taxation. Ah bon? Oui, les débats assez passionnés d'ailleurs, ça fait bientôt 10 ans. Donc, ça serait bien en termes de recommandations, qu'ils puissent nous guider un peu sur ça. Un autre point
la CENI qui est un peu plus complexe, c'est encore le sujet des OTT. Où aujourd'hui, au niveau de GSMA, le constat, hein, en tout cas des Africains, c'est que autant sur les sujets sur le roaming, sur des spectres, enfin, tous les sujets de régulation sont vraiment une superbe implication, une implication forte de GSMA. Sur les OTT, quand je prends l'exemple au niveau de l'UIT, en général, on n'a pas forcément une position claire. Je ne sais pas trop si tu peux nous éclairer un peu sur ce sujet. Voilà, c'est ce que j'avais à faire comme contribution. Merci et bravo encore, Céline. Merci à toi, Aminata. Céline, c'est à vous. Ok, d'accord. Donc, je vais revenir d'abord, je vais commencer par la fin sur les OTT. Donc, aujourd'hui, en fait, on va dire que au niveau de l'Afrique, et je me rappelle qu'on a eu des discussions lorsque j'étais opérateur, régulateur, aujourd'hui, les OTT ont vraiment un impact sur les télécoms en Afrique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, même les gens, vous allez voir que les opérateurs vous offrent des SMS, mais à la fin, à la fin de l'année, vous allez vous retrouver avec une base de SMS qui frôle le millier. Parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent envoyer des WhatsApp que d'utiliser les SMS. Donc aujourd'hui, au niveau, on va dire qu'il y a plusieurs organismes, comme la GSMA, qui aujourd'hui réfléchissent pour voir, c'est-à-dire avoir un partenariat gagnant-gagnant entre eux et puis les OTT. Donc OTT aujourd'hui, on a Facebook, on a YouTube, on a WhatsApp, bon, c'est Facebook qui a WhatsApp. Et donc aujourd'hui, ils essayent de voir comment avoir un partenariat gagnant-gagnant. Vous avez même aujourd'hui Facebook qui aujourd'hui est en train de vouloir installer, de participer à la mise en œuvre d'un câble sous-marin. Bon, aujourd'hui, ils commencent même à vouloir investir ou bien à participer au développement numérique de certains pays. Mais sauf que la réflexion, elle ne doit pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait aussi que nos gouvernements aussi s'investissent et voir aussi comment aussi ces OTT-là qui viennent utiliser les infrastructures des opérateurs puissent aussi contribuer au développement numérique de nos pays. Et donc ça, il faut qu'il y ait une discussion à très haut niveau, hein, opérateur, régulateur. Oui, et à ce niveau, Séni, avant que vous ne poursuiviez, je précise qu'il y a bien un panel qui arrive sur les OTT et nous avons même la confirmation de Facebook pour prendre part à ces OTT parce que souvent le constat qui se donne, en tout cas moi en tant que journaliste, c'est qu'on parle souvent des OTT, on ne leur donne jamais la parole. Donc dans le panel qu'on aura, Inch'Allah, dans le cadre de la série, c'est vraiment pour bientôt. Je vais vous donner l'annonce un peu plus tard. Nous aurons Facebook à côté naturellement des opérateurs, des régulateurs et d'autres acteurs. Il y a, je pense, un dernier point aussi soulevé par Aminata, la protection des petits, hein, entre guillemets, je suis bien d'accord avec ces guillemets. Vous en dites quoi rapidement avant qu'on passe la parole aux autres participants? Non, en fait, je vais juste confirmer ce qu'elle a dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et encore une fois, je vais donner l'exemple du Sénégal, parce que vous voyez même que le Sénégal a commencé depuis très longtemps à désigner les opérateurs puissants, les opérateurs dominants, et puis à leur imposer des obligations en faveur des opérateurs qui viennent d'entrer, ou des petits, entre guillemets. Et vous avez des pays qui n'avaient pas fait ça, qui n'avaient pas commencé, et ça crée des problèmes dans leur pays. Et que toutes ces choses-là qui se sont faites après de multiples réunions, des échanges houleux et tout ça. Donc aujourd'hui, les opérateurs puissants au Sénégal, ils ont des catalogues d'interconnexion à disposition des fournisseurs de services et des autres opérateurs. Et puis ça, c'est la base pour qu'il y ait une relation entre les petits et les grands. Aujourd'hui, moi, je suis fier de dire que lorsque je fais un benchmark en Afrique, le Sénégal a un des tarifs d'interco les plus bas. Et donc ça, c'est vraiment, aujourd'hui, il faut féliciter le régulateur et il faut aussi féliciter les opérateurs parce que ce n'était pas évident. Mais au niveau de l'interco entre les opérateurs, nous avons déjà aussi entamé ce qu'on appelle le partage, bon, entre guillemets aussi le partage d'infrastructures, mais il faut aussi le développer. Ce sont des choses qui aujourd'hui existent, comme l'a dit Aminata, existent pour un peu aider les nouveaux acteurs, les nouveaux entrants. Merci. Alors, je poursuis un peu avec les femmes, si bien sûr elles veulent toujours prendre la parole. Est-ce que Madame Adia Hawalissi veut prendre la parole? Madame Lee, vous êtes là?
comme elle n'est pas là, sûrement, elle va la prendre la parole un peu plus tard. Amadou Dem de Sonatel. Oui, merci beaucoup Ousmane. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Nous entendons très bien. Très bien, je commence par vous féliciter vraiment pour l'organisation de ces séminaires qui permet à des acteurs d'échanger. Merci. Et féliciter mon frère Fatih, lui souhaiter bon vent et plein succès dans cette nouvelle mission au niveau du GSMA. J'avais quelques petites contributions, quelques questions. En tout cas, d'entendre que toutes les interventions parlent d'une concertation entre les acteurs majeurs et les parties prenantes, notamment les représentants de l'État, le régulateur, la tutelle, plus les opérateurs. Mais pour cela, il faut se faire confiance et se dire qu'on a partout des acteurs qui sont des patriotes qui, avant tout, ont envie de voir le développement du secteur numérique dans leur pays. Je pense que Fatih l'a dit tout à l'heure, quand on va dans un secteur comme GSMA et qu'on va sur le classement de son pays dans un certain nombre de domaines qui est structurant, comme le coût des fréquences, on a honte. Ça nous anime tous. Donc, c'est pour cela que cette concertation-là, appelée, est nécessaire et j'appuie très fortement pour cela. Vous avez parlé de la taxation du secteur, tout le monde le confirme, on s'en plaît aussi, mais bon, il a donné les 5% de retail Fatih, mais il y a aussi les 3% du Fonds de développement des services universels, les 2% du prélèvement du secteur télécom pour financer à l'époque le plan local. Ça fait au moins 10,5% de moins par rapport aux autres secteurs. Donc, vous comprendrez bien que c'est difficile à partir de moi de dire qu'il faut qu'on fasse comme dans les autres pays. Je ne parle même pas maintenant des aspects droits de douane sur lesquels on aura l'occasion peut-être d'y revenir. Donc, en important une technologie, on est frappé par un niveau de taxation douanière qui fait que ça rentre aussi dans les coûts finaux, dans le poids de l'investissement. Vous avez parlé aussi des coûts de fréquence et de numéros. Oui, de fréquence. Tout cela, les coûts de fréquence et de numéros, tout ça, c'est à examiner. Je pense que c'est un acteur majeur du secteur aussi qui est de l'ADIE. Vous avez posé une question là-dessus, mais je pense que mon ami Fatih a un peu esquivé le débat sur les investissements réalisés par l'ADIE. Il y a quand même des choses qu'il faut se dire avec l'État. S'il y a cette concertation-là, on devrait mettre la priorité, dire qu'est-ce qui est prioritaire pour qui. Les opérateurs qui ont payé des licences ont la responsabilité, l'obligation d'investir dans l'infrastructure des télécommunications du pays et satisfaire tous les besoins, y compris celui de l'État. L'ADIE devrait avoir une autre vocation, se focaliser sur la modernisation du secteur de l'État. Aujourd'hui, qu'on nous dise qu'ils y travaillent depuis des années, mais que continuer à avoir des états civils ou que les enseignants se plaignent parce qu'on met 10 mois pour régler un problème d'indemnité au niveau du ministère, ce n'est pas acceptable. Et donc, dans le développement du numérique, en se concertant, on aurait pu imaginer pour chaque acteur quelles sont les priorités et pouvoir les définir ensemble et que ce cède de coûts, même si on est dans un domaine concurrentiel, je pense qu'il y a un certain nombre de règles sur lesquelles on peut appliquer et dire voilà la priorité pour chacun. Donc, je verrais bien que ce soit les acteurs opérateurs qui ont payé des licences pour installer l'infrastructure comme la fibre optique, que ce soit à eux la responsabilité de le faire et que l'ADI se focalise sur d'autres priorités. Le mobile money, je pense qu'on en a parlé, c'est l'avenir aussi. Je appartiens à tout le monde dans le cadre de cette concertation-là d'y travailler. Je voulais juste insister sur un point, et c'est là où j'interpelle un peu Fatih. Le Sénégal avait l'habitude de participer aux commissions d'études de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Le Sénégal était très actif en participant aux recommandations, aux commissions d'études. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'Afrique puisse être aussi opérationnelle et participer aux commissions d'études du GSMA et s'intéresser aux problèmes majeurs qui concernent l'Afrique? Voilà. Merci Ousmane, merci Fatih. Merci beaucoup Amadou. Seyni Fatih. Ok, en tout cas, je voudrais aussi remercier Amadou, c'est un grand frère que j'ai côtoyé et que nous avons beaucoup échangé lorsqu'il était, en tout cas, lorsque je l'ai côtoyé, lorsque j'étais régulateur, qu'il était à Orange. Et donc, il fait partie des gens qui m'ont beaucoup appris
et on va dire aussi encadré parce que, bon, souvent vous êtes régulateur, mais après, il y a des choses que vous apprenez du côté des opérateurs. Et en tout cas, moi, ça m'a permis de grandir. Je suis d'accord avec lui par rapport à l'ADIE. Donc, aujourd'hui, l'ADIE, c'était l'Agence de l'informatique de l'État. Oui. Donc, normalement, les missions de l'ADIE, c'était vraiment on va dire, informatiser, de développer les services de l'État. On va dire aussi qu'à l'époque aussi, c'était parce que aussi l'État avait dit qu'ils avaient une facture énorme au niveau des télécoms. Donc, l'agence aussi devait réfléchir et mettre en chose des places pour réduire la facture de l'État. Mais je pense que pour ce faire, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque acteur, aujourd'hui, le problème aujourd'hui au Sénégal, c'est que chacun veut aller manger dans l'assiette de l'autre. Et je pense qu'il est important c'est-à-dire que tous les acteurs s'asseyent et puissent aujourd'hui travailler de concert. Je vais donner un exemple. Oui. Aujourd'hui, il y a des projets de Digital ID qui sont développés par le Bénin, par le Rwanda, par la Tunisie. Aujourd'hui, moi, je pense que déjà en 2007, on avait fait un travail énorme. Lorsque je suis allé au Rwanda, je leur ai dit que nous, on avait déjà connecté les opérateurs avec la base de la DIE et on pouvait au Sénégal vérifier que mais quand quelqu'un s'enregistre, on vérifie que sa pièce est conforme. Et je pense que à partir de là, qu'on aurait pu bâtir et puis faire plus de choses avec le Digital ID. En fait, ça, c'était un gros projet même que la DIE peut piloter et puis que le Sénégal retrouve son lustre d'avant. Amadou l'a dit tout de suite. Il y a quelques années, le Sénégal était présent fortement au niveau de l'UIT. Bon, après, on a aussi un problème aussi de, comment dire ça, de vision en Afrique. On pense que lorsque les gens vont à l'UIT ou dans les régions de GSMA ou dans d'autres, qu'ils vont pour s'amuser. Mais au niveau de l'UIT, aujourd'hui, à l'ARTP, vous avez des compétences, mais qui sont reconnues. La dernière fois, je disais à un collègue, j'ai un collègue de la GSMA qui m'a parlé d'un collègue de l'ARTP, je ne vais pas citer son nom, mais j'étais fier parce que tous, ils ont reconnu qu'il faisait du bon travail. Aujourd'hui, vous avez Aminata qui est vice-présidente au niveau de la commission d'études 3. Vous avez d'autres collègues qui sont à l'UIT. C'est important que nous participions à ces réunions-là. Il est important que l'Afrique puisse s'asseoir et défendre et puisse défendre ses positions. L'autre chose aussi, il faut aussi que les opérateurs aussi participent à ces réunions-là. Il arrive, par exemple, lorsqu'on va dans la commission d'études sur la QoS, vous avez uniquement des régulateurs. Les opérateurs ne viennent pas. Alors qu'on discute de questions qui impactent plus les opérateurs que les régulateurs. Donc, il est vraiment important que tout le monde mette la main à la pâte. Concernant la taxation, donc moi, je suis d'accord qu'au Sénégal, il y a beaucoup de taxes. Et après, ce qui amène ça aussi, c'est que vous avez différents secteurs qui ne travaillent pas de concert. Normalement, il aurait fallu que le régulateur soit au fait des taxes qui impactent son secteur. Souvent, on a des décisions qui sont prises et le régulateur est mis au même niveau d'information que les autres. Et ça, c'est pas normal. Si on décide de mettre une taxe dans un secteur, il faudrait que le régulateur du secteur soit au courant. Et souvent, comme lui, il connaît bien le secteur, comme lui, il connaît les impacts, il peut arriver à aller défendre. Mais le régulateur n'a pas cette opportunité-là, souvent. Il est mis devant le fait accompli, en quelque sorte. Exactement. Donc, il est important qu'il y ait des discussions entre les différents acteurs avant de mettre en œuvre. Merci. Est-ce que Fatou Baka est là pour prendre la parole? Sinon, Mohamed Yahya Bar. Mohamed? Oui, il y a une question de Adja. Il y a une question de Adja Aol aussi là. Oui. Elle parle à propos du free roaming. Qu'en est-il de l'effectivité du projet? Est-ce que les opérateurs ont réellement accepté d'appliquer les tarifs définis? N'aurait-il pas fallu prévoir des mesures pour les opérateurs les plus faibles qui sont moins résilients? Donc, d'abord, je vais confirmer, et je pense que les autres qui sont en ligne vont confirmer qu'aujourd'hui, le free roaming est une réalité en Afrique de l'Ouest. Donc, aujourd'hui, en début d'année, nous étions à 8 pays. Après la réunion d'évaluation en Guinée, on a appris qu'il y avait le Libéria et la Sierra Leone qui doivent aussi intégrer le projet. Et vous avez d'autres pays comme la Gambie et la Mauritanie aussi qui sont intéressés. Donc, aujourd'hui, ce free roaming est une réalité.
Donc, lorsque vous allez dans un de ces pays-là qui sont membres, lorsqu'on vous appelle, mais vous pouvez décrocher, même si vous n'avez pas de crédit, mais vous pouvez décrocher et vous n'aurez pas de frais sur une durée de 300 minutes sur 30 jours. Ensuite, après, le tarif qui vous est appliqué, c'est le tarif des opérateurs locaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le tarif le plus élevé dans le pays et c'est ce tarif-là qui vous est appliqué lorsque vous appelez au niveau en cas, et même lorsque vous appelez chez vous. Bon, après, maintenant, on va dire que c'est quelque chose qui fonctionne. Mais et comme j'ai dit au début, nous ne sommes pas là aussi pour fatiguer les opérateurs ou bien c'est pour leur créer des problèmes. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de soucis. Les soucis qu'il y a, c'est vous avez des rumeurs permanents. Bon, l'Africain est très ingénieux. Donc, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer des cartes SIM dans l'autre pays et les personnes vont utiliser pour appeler ou se faire appeler. Mais est-ce que vous-même, vous n'êtes pas un rumeur permanent à Dakar? Non? Non, moi, je suis patriote. J'ai ma carte SIM. J'ai mes cartes SIM. D'accord. Merci Séni. Sinon, terminer un peu sur ce point. OK. Et donc, ensuite, après, dans le projet aussi, on a vu que certains opérateurs ne pouvaient pas appliquer les tarifs en continuant à envoyer leur trafic, en faisant passer leur trafic par d'autres structures qui ont maintenu leurs frais. C'est pour ça que au niveau africain, au niveau de Smart Africa, nous avons poussé, nous sommes en train de pousser pour que certains opérateurs, comme vous dites, les petits opérateurs, les plus faibles, puissent avoir des offres de gros et aussi puissent passer par les infrastructures des opérateurs qui, eux, ont réussi à interconnecter différents pays. Donc, je ne vais pas citer, mais vous avez des opérateurs qui aujourd'hui sont interconnectés avec des pays. Donc, ce serait bien que dans un pays donné, qu'un opérateur vienne dire, OK, tu peux faire passer ton trafic dans mes infrastructures et moi, je vais te faire un tarif qui va te permettre de pouvoir appliquer le free roaming. Merci. Oui. Mais en fait, aussi pour terminer aussi, dans ce free roaming-là, on avait dit aussi que l'une des conditions, c'était de pouvoir identifier les abonnés. Et comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le Sénégal est un des rares. Bon, il y a la Côte d'Ivoire maintenant, il y a quelques pays, mais nous sommes un des rares à être en mesure de dire que nous sommes arrivés, bon, je ne dirais pas 100%, mais que nous sommes arrivés à identifier nos abonnés. Parce qu'en identifiant les abonnés, ça permet d'éviter, parce que déjà, il y a une restriction au Sénégal, on ne peut pas avoir 3 cartes SIM par opérateur. Alors que dans d'autres pays, mais vous pouvez acheter plein de cartes SIM, l'envoyer au Sénégal, par exemple, ou l'envoyer au Bénin, et puis ces gens-là, ils vont se faire appeler. Et donc ça, c'est du trafic que vous perdez, parce que c'est du trafic pour lequel vous n'avez aucun revenu. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je pense un peu à Steve. Est-ce qu'il veut prendre la parole, Steve? Sinon, 2 minutes vraiment pour finir, Séni Fati, pour nous parler un peu de l'avenir. Vous êtes maintenant à Dakar. J'ai compris que c'est à partir de Dakar que vous travaillez, bien sûr, pour la GSMA. Vous l'avez même dit dans la bio. Aujourd'hui, c'est quoi un peu les perspectives vous concernant personnellement et naturellement, parce que votre vie est désormais liée aux télécoms, concernant les télécoms dans notre pays et en Afrique? Ok, donc on va dire que moi personnellement, donc je suis rentré au Sénégal, comme je l'ai dit, et c'était pour apporter ma pierre, quelle que soit la station où je serai. On va dire que la GSMA pour moi c'est juste, comment dire ça encore, une étape, parce que bon, in fine, je vais devoir revenir à la régulation. Et donc, mais sauf qu'en revenant à la régulation, ça me permettra d'avoir acquis un certain nombre de connaissances, avoir une vue un peu plus large par rapport, on va dire, par rapport au secteur privé, mais aussi par rapport à l'Afrique en général. Et que après que ces connaissances-là et ces compétences-là, je vais les mettre au service de mon pays. Oui, je vois que les Sérères ne parlent qu'à la dernière minute. Nous allons donner la parole à Mansour Faye. Mansour, comme tu es venu un peu à la dernière minute, on va te sanctionner en ne bénéficiant que de quelques secondes rapidement avant qu'on quitte avec Séni. Ok, merci beaucoup Ousmane. Je tenais d'abord à féliciter et à remercier Séni, qui est un collègue avec qui je travaille depuis, je pense, 2004. Nous saluons son expertise et nous savons que vraiment c'est un gars très engagé
par rapport à la régulation, mais par rapport aussi au secteur du numérique de façon globale. En fait, ma question est plus ou moins relative à la régulation actuellement. Nous savons qu'au niveau du Sénégal et en Afrique, nous avons un secteur dynamique et évolutif avec beaucoup d'acteurs. Actuellement, quel sera le modèle de régulation qui sera efficace pour l'Afrique de façon globale ou bien le Sénégal en particulier? Parce qu'il y a les opérateurs classiques, il y a les MVNO, il y a les FAI et ainsi de suite. Ça, c'est la première question. Et l'autre question, je pense que le GSMA est en train de faire beaucoup de travail depuis des années. Le GSMA participe à beaucoup de rencontres internationales, que ce soit au niveau de l'UIT ou bien au niveau des autres instances. Et nous savons aussi que l'Afrique a raté la révolution industrielle, mais par rapport à la 4e révolution industrielle, c'est très important à ce que l'Afrique puisse avoir son mot à dire. Et il est intéressant et important à ce que le GSMA puisse faire des recommandations appropriées ou bien adéquates, importantes pour les pouvoirs publics et pour l'ensemble des autres acteurs. Au niveau du Sénégal, il y a des cas de concertation sur beaucoup de points, mais par rapport au travail du GSMA, il est très important à ce que le GSMA puisse faire des recommandations au pouvoir public, parce que nous avons plus ou moins parlé des taxes qui sont élevées au niveau du Sénégal. On a parlé du fonds de service universel, mais vous savez que c'est un débat. Le fonds de service universel, c'est important à ce que les opérateurs puissent y participer parce qu'il y a le faire et le faire. Donc ça, c'est un débat qu'on peut relancer plus tard, mais de façon ramassée, quelles sont les recommandations pertinentes que le GSMA pourrait faire au niveau des autorités étatiques? Je vous remercie, Ousmane. Merci beaucoup, Mansour. Alors, Seyni, quelques mots? En tout cas, merci beaucoup, Mansour. Et Mansour aussi, c'est un grand... On a participé à tellement de réunions, même au niveau national et international, et on échange beaucoup jusqu'à présent. Et vraiment, c'est une fierté de le connaître. Par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à la GSMA, aujourd'hui, la GSMA, c'est vrai que la GSMA, c'est l'association des opérateurs, mais la GSMA aussi essaye d'être aussi un conseiller pour les régulateurs et aussi pour le gouvernement. Aujourd'hui, comme il a dit, c'est vrai que nous avons raté plein de choses sur le chemin, mais aujourd'hui, vous avez par exemple, je vais juste donner un exemple, vous avez la 5G. Aujourd'hui, la 5G commence à être implémentée presque partout dans les autres continents. En Afrique, le seul pays, c'est l'Afrique du Sud. Il serait important, par exemple, aujourd'hui, la GSMA peut apporter ses recommandations. C'est uniquement des recommandations, peut aussi apporter ses formations. Parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas se développer si on ne se forme pas. Aujourd'hui, parmi nous, là, il n'y en a aucun, en tout cas, parmi nous qui avons l'expérience, en tout cas, qui avons commencé à travailler depuis longtemps, il n'y en a pas beaucoup qui ont des connaissances en 5G. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel, c'est pour ne pas faire les mêmes erreurs avec la 4G ou la 3G. Aujourd'hui, mais on doit se préparer, on doit s'asseoir, on doit mettre en place une feuille de route, on doit voir comment on va allouer les fréquences. Et puis, on doit voir aussi comment, tout à l'heure, Amadou Dem l'a dit, on doit voir aussi comment mettre en place des incitations pour faire en sorte que les gens les opérateurs qui vont acquérir ces équipements-là ne soient pas trop taxés ou bien n'aient pas trop de frais de douane. Donc, tout ça sont des choses il faut qu'on puisse s'asseoir et discuter. C'est très important. Oui, Steve, vous prenez la parole, Steve? Oui, Ousmane, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Et vous m'aviez donné la parole avant, mais mon micro avait des problèmes. Donc, désolé. Oui. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Il y a beaucoup de choses ont été dites par mon frère, collègue et ami Seyni, et que je salue de passage et le féliciter, et tous les autres intervenants. Puisqu'il y a plus de temps, ce que je voulais dire concerne le free roaming, et puis je suis le coordinateur au niveau du Togo. Et actuellement, nous sommes en train de faire les tests. Ça fait le troisième test que nous sommes en train de faire pour voir l'effectivité de l'application de free roaming dans la sous-région. Donc, après ça, il y aura encore une réunion d'évaluation. Et peut-être, après la réunion d'évaluation, on peut revenir vous parler de là où nous sommes arrivés et les projets futurs par rapport au free roaming.
Merci. Et merci à tous les intervenants. Salut à M. Abossé, Mme Aminata Dramé et tous les collègues, Mansour, tous les autres. Merci, Ousmane. Merci Steve. Seyni, alors je termine par une question difficile. Hein. Je vous rends la tâche tellement difficile. Le secteur de télécom au Sénégal, dans 30 ans, ça devrait ressembler à quoi? Dans 30 ans, Oui. dans 30 ans en tout cas, je pense que je serai déjà à la retraite. Non, je pense même pas, je serai à la retraite. Oui. Mais comment je le vois, c'est que, en tout cas, moi, je suis fier de mon secteur au Sénégal. C'est vrai qu'il y a des imperfections et c'est normal. C'est vrai qu'il y a des relations on va dire, à revoir et à consolider. Et puis même ce que je disais la dernière fois, on n'a jamais vu, en tout cas, on n'a jamais vu un régulateur prendre des décisions qui va arriver à contenter tout le monde. Donc, ça veut dire que chacun a son rôle à jouer et puis chacun doit tout faire pour arriver à, on va dire, à booster l'autre et faire en sorte que chacun y gagne. Donc, dans 30 ans, moi, je vois qu'on aura déjà la 5G au Sénégal, qu'on aura aussi des applications IoT, Internet, c'est-à-dire qu'on aura des choses qui vont nous permettre de mieux vivre à la maison. Et je pense aussi que nos infrastructures, en tout cas, qu'on aura un pays qui sera mieux couvert grâce aux différentes institutions que nous avons. Et puis, comme je l'ai dit, nous devons tout faire aussi pour lorsque nous avons des champions, qu'on arrive à faire que ces champions-là restent champions et puissent continuer à nous booster. Merci beaucoup, Seyni Fati. C'était, pour ma part, c'est peut dire un réel plaisir de vous avoir accueilli dans cette série. Les après-midi de la tech, naturellement, elle se poursuit, la série, hein, parce que mercredi prochain, nous allons réfléchir à notre thème, naturellement, qui touche le numérique dans notre pays, au Sénégal, en Afrique et dans le monde, parce que vous avez compris, et l'infographie le dit, c'est des rencontres, des discussions à partir de Dakar, mais naturellement et évidemment qui concernent l'ensemble des problématiques qui regardent le Sénégal, l'Afrique et le monde simplement, hein, parce que je l'ai dit au départ, ce monde est devenu un petit monde, quoi, un village planétaire. Merci infiniment à vous, Seyni Fati. Je rappelle que vous travaillez aujourd'hui pour la GSMA à partir de Dakar. Vous avez été à l'ARTP du Sénégal. Vous êtes passé aussi par l'Alliance Smart Africa. Et nous avons voulu entendre votre point de vue d'Africains libres sur tous ces aspects liés aux télécoms, liés à l'explosion du mobile en Afrique, liés au commerce électronique. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler, mais ça n'est que partie remise naturellement. J'en profite aussi pour remercier encore une fois les différents acteurs qui nous accompagnent à travers dans ces panels, parce que bien évidemment, c'est tout un travail de réflexion, de recherche derrière, de coordination, de soutien logistique également, pour arriver aujourd'hui à mettre en place et au point un rendez-vous qui soit un rendez-vous de l'écosystème. Et l'expression de l'écosystème n'est pas gratuite, parce que c'est de l'inclusion que nous voulons très sincèrement à travers ces réflexions que nous menons ensemble depuis plus de 3 mois. J'en suis très honoré. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain. On sera le 16 septembre 2020. Avant, bien naturellement, vous pourriez avoir la possibilité de partager ce webinaire déjà, qui sera en ligne sur YouTube. Si vous tapez Ousmane Gueye, journaliste, sur YouTube, ou à travers mes plateformes LinkedIn et Facebook simplement, vous l'aurez en principe dans 3 heures maxi. Il sera déjà en ligne et remonté, comme on dit dans notre jargon. Et puis, je vous donne aussi rendez-vous, je le fais rarement, mais je le fais cette fois, à travers cette plateforme. Je vous donne rendez-vous dimanche sur e-radio, parce que je reçois un grand témoin de l'histoire des télécoms au Sénégal. Quand je dis témoin, je le minimise bien évidemment. Il s'agit d'un acteur de premier plan concernant l'histoire des télécoms au Sénégal. J'ai fait exprès dans la bande-annonce en disant des indépendances à nos jours. C'est dire que nous allons revisiter tout un pan de l'histoire du Sénégal. Seyni, sûrement, vous avez connu les télécentres et les cybercafés. On va parler de beaucoup de structures et d'infrastructures qui ont marqué et qui font également, disons, la fierté du Sénégal dans l'Afrique des télécoms. Merci
infiniment à tout le monde et puis je vous donne rendez-vous mercredi prochain, Inch'Allah. Et d'abord, dimanche prochain, à travers cette émission, nous allons recevoir ce grand acteur des télécoms, enregistrement d'ailleurs sur Zoom à partir de 17h30. On le ferme au public le temps de garder le suspense, mais bien sûr, vous serez servi, Inch'Allah. Je l'espère bien. Merci, Seyni. Peut-être un dernier mot? En tout cas, merci beaucoup à toi et ça a été un honneur de participer à ce webinaire et aussi je tiens aussi à remercier toutes les personnes autour de moi mais qui ont aidé à faire ce que je suis. Merci, merci. Merci également. Je ne les oublie jamais, toutes ces gentilles personnes qui nous suivent aussi à travers Facebook, à travers LinkedIn. À travers Facebook, avec les questions, nous avons noté déjà Hawa, Adia, Hawoli, vous avez répondu. Mohamed Lamine Thiam également, qui est un habitué de ces rendez-vous et qui a posé ces questions sur Facebook. Merci infiniment à tout le monde. Double rendez-vous dimanche sur e-radio avec ce grand acteur des télécoms. Et puis, mercredi prochain, Inch'Allah, sur Zoom, sur Internet, nous allons aborder un autre thème. À très bientôt. Merci infiniment. Et puis, excellente fin d'après-midi.